Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc débuter une série de 3 vidéos qui auront pour thématique la ventilation aux urgences. Cette première capsule sera consacrée aux fondamentaux avant d'aborder concrètement les notions de ventilation. Les défaillances du système respiratoire sont définies en deux grandes familles théoriques. Les insuffisances respiratoires aiguës de type 1, hypoxémiques, dont l'exemple type est les pneumopathies à Covid avec des hypoxémies isolées. Les insuffisances respiratoires aiguës de type 2, dont un exemple pourrait être les myopathies avec une acidose respiratoire sur une hypoventilation alvéolaire pure. Sachez que cette classification très théorique ne sera pas retrouvée dans la majorité des cas. Il s'agira la plupart du temps d'insuffisance respiratoire aiguë mixte, hypoxémique et hypercapnique. L'avantage cependant de cette classification sera de permettre de traiter les différents types d'oxygénation et de ventilation chez nos malades. Nous allons donc tout d'abord débuter par les insuffisances respiratoires de type 1 et aborder les techniques d'oxygénothérapie. Nous allons donc commencer par quelques définitions fondamentales. L'hypoxémie est définie par une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure et où une saturation d'oxygène inférieure à 90%, soit en air ambiant, soit avec adjonction d'oxygène. Attention à ne pas confondre l'hypoxémie qui est une carence en oxygène sanguine et l'hypoxie qui est une carence en oxygène en intracellulaire. Les objectifs de saturation d'oxygène pour nos malades ont été également redéfinis récemment, de manière consensuelle. Chez les patients sans risque d'hypercapnie oxo-induite, la cible doit être de 94 à 98% d'oxygène. Pour les malades à risque d'hypercapnie oxo-induite, elle est de 88 à 92%. L'hyperoxémie est quelque chose à ne pas banaliser, elle a de nombreuses conséquences, des vasoconstrictions notamment coronariennes, la production de radicaux libres, des atélectasies, des rétinopathies, comme ici Gilbert Montagnier qui a subi une réanimation néonatologique avec une FiO2 à 100%, lui entraînant une rétinopathie définitive. Elle est définie par une PaO2 supérieure à 120 mm de mercure, elle ne peut donc être prouvée qu'uniquement sur des gaz du sang. Et elle ne peut donc être détectée sur une saturation pulsée en oxygène. Retenez donc la définition de l'hypoxémie, les objectifs de saturation pour nos malades et la définition de l'hyperoxémie. Alors pourquoi des seuils de 90% de SpO2 et de 60 mm de mercure de PaO2? Tout simplement parce qu'à ces seuils apparaissent des lésions cellulaires. Par ailleurs, je vous rappelle que la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine est une sinusoïdale dont la pente devient particulièrement glissante à partir de ce seuil de 90% de SpO2 correspondant donc à 60 mm de mercure. Nous allons faire un point physiopathologie et traiter l'hypercapnie induite par l'oxygénothérapie. Elle concerne les patients BPCO, insuffisants respiratoire chronique et obèses morbides. Il y a 3 principaux phénomènes pouvant expliquer l'hypercapnie induite par l'oxygénothérapie. Le premier est la levée de la stimulation ventilatoire hypoxémique. Pour rappel, le paramètre majeur de la ventilation minute est la PaCO2 et non la PaO2. La PaO2 stimule néanmoins la ventilation, mais pour des paramètres en dessous de 60 mm de mercure de PaO2. Souvenez-vous, cela correspond à une saturation à 90% et donc à la définition même de l'hypoxémie. Ces patients sont habituellement hypoxémiques, ce qui stimule la ventilation et donc le lavage alvéolaire, baissant ainsi la PaCO2. L'arrêt de ce stimulus via l'oxygénothérapie va augmenter la PaCO2 par diminution de la fréquence ventilatoire en normalisant le taux sanguin d'oxygène. Par ailleurs, ces patients étant soumis à une hypercapnie chronique, la sensibilité des chémorécepteurs au CO2 va se voir altérée et ne compensera pas la levée de ce stimulus hypoxémique. Le deuxième paramètre pouvant expliquer l'hypercapnie induite par l'oxygénothérapie est la levée de la vasoconstriction hypoxique pulmonaire des espaces mal ventilés. Les espaces mal ventilés se voient dévascularisés en cas d'hypoxie afin de redistribuer le sang vers des espaces permettant une hématose correcte. La levée de ce stimulus va générer une incapacité du système à évacuer le CO2 dans des espaces mal ventilés et donc majorer les hypercapnies. Le troisième paramètre identifié est la baisse de l'affinité de l'hémoglobine pour le CO2 lorsque la saturation d'oxygène de l'hémoglobine augmente. C'est l'effet Haldane. La part de ces 3 phénomènes chez les patients est variable d'un individu à l'autre. Nous allons aborder maintenant les techniques d'oxygénothérapie sans ventilation. Le premier outil à votre disposition est les lunettes à oxygène. Avec des débits de 0,5 à 5 litres par minute, elles permettent de délivrer des FiO2 de 24 à 40%. Le deuxième outil à votre disposition est l'utilisation de masques à moyenne concentration qui, avec des débits de 5 à 8 litres par minute, permettent de délivrer des FiO2 de 40 à 60%. Le troisième outil à votre disposition est l'utilisation de masques à haute concentration qui, avec des débits de 8 à 15 litres par minute, permettent de délivrer des FiO2 de 60 à 90%. Il s'agit cependant de FiO2 théoriques. Si on utilise une formule de coût droit, que je vous remets ici, en réalité, nous obtenons 66% de FiO2 délivrés pour un masque à haute concentration à 15 litres par minute. Le dernier outil à votre disposition est l'oxygénothérapie à haut débit nasal qui permet, avec des débits de 10 à 70 litres par minute,
d'obtenir des FiO2 de 21 à 100%. Elle est indiquée à partir de 6 litres par minute. Nous allons aborder maintenant les insuffisances respiratoires aiguës de type 2, et ainsi que le début des techniques d'assistance ventilatoire. L'acidose hypercapnique est définie par un pH inférieur à 7,35 associé à une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure. Attention, les gaz du sang veineux permettent son dépistage, mais ils doivent être systématiquement confirmés par des gaz du sang artériel. Les causes sont multiples, l'hypoventilation alvéolaire, le défaut de diffusion, l'inadéquation ventilation-perfusion. Les mécanismes de compensation sont principalement marqués par l'augmentation de la ventilation alvéolaire. L'augmentation des débits pulmonaires, la vasoconstriction réflexe des alvéoles mal oxygénés sont des mécanismes communs à l'hypoxémie. Un mécanisme particulier consiste au tampon bicarbonate acide carbonique, qui représente 70% du CO2 transporté, le reste étant sous forme dissoute pour 7% des cas ou combiné à la carbaminohémoglobine pour 23% des cas. L'anhydrase carbonique, contenu dans les globules rouges, va permettre de convertir le CO2 en ion H+, et en bicarbonate. Le H+, va se fixer en partie à l'hémoglobine et sera évacué secondairement. Les bicarbonates seront évacués quant à eux par le rein. Retenez donc la définition de l'acidose hypercapnique, pH inférieur à 7,35, PaCO2 supérieur à 45 mm de mercure, et son mécanisme de compensation principal, qui est l'augmentation de la ventilation alvéolaire et donc, pour le médecin, la gestion de la ventilation du patient. Nous avons donc vu que la ventilation permet de gérer les insuffisances respiratoires aiguës de type 2. La question étant de savoir maintenant s'il faut ventiler le patient en pression négative, c'est-à-dire par l'utilisation de poumons d'acier historiques, poumons d'acier qui ont été développés principalement pendant les épidémies de poliomyélite, dont le dernier homme ventilé par cette méthode est mort tout récemment, ou en ventilation positive, comme vous en avez l'habitude, au moyen de respirateurs conventionnels. Les pressions ventilatoires physiologiques du système respiratoire sont autour de 0 cm d'eau. Les pressions positives induites par la ventilation mécanique apparaissent donc comme délétères. La ventilation en pression négative, apparaissant donc plus physiologique, ne permet cependant pas une accessibilité correcte du patient, ne permet pas l'optimisation de la ventilation ni une gestion des gaz inspirés. Elle ne peut donc être utilisée en ventilation courante. Pour toutes ces raisons, il faudra donc utiliser de la pression positive. Mais attention, il faudra toujours bien gérer la balance bénéfice-risque pour les malades. Comprenez bien que toute ventilation en pression positive d'un système fait pour être ventilé en pression neutre ou discrètement négative entraînera des lésions iatrogènes. Nous avons donc vu qu'il fallait ventiler en pression positive pour délivrer une ventilation efficace. La question est maintenant de savoir s'il faut délivrer des pressions ou des volumes aux patients. En reprenant l'équation des gaz parfaits, il convient de voir que les deux paramètres sont tout simplement liés. Il n'y a donc pas de problème particulier à ventiler soit en pression, soit en volume. Il n'y a pas de supériorité d'une des deux modalités ventilatoires. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que si vous délivrez une pression, il faudra surveiller le volume et vice-versa. En cas d'assistance, il est préconisé d'utiliser plutôt des pressions pour adapter l'aide au patient. Et en cas de suppléance, il pourra être utilisé des pressions ou des volumes. N'oubliez pas, l'élément essentiel de ces diapositives est que si vous ventilez un patient en pression, vous devrez surveiller les volumes cibles. Et si vous le ventilez en volume, vous devrez surveiller les pressions. Dernier paramètre théorique clé de la ventilation, le volume minute. Il s'agit du paramètre de la ventilation, quel que soit le mode de ventilation que vous allez utiliser. Le volume minute est le produit de la fréquence ventilatoire fois le volume que vous allez délivrer auprès du malade. Le volume minute normal est compris entre 6 et 12 litres par minute. Le volume théorique, quant à lui, a été déterminé afin d'être le plus physiologique possible et le moins iatrogénique surtout. Il est compris entre 6 et 8 ml/kg de poids théorique. Voici la formule du poids théorique. Sachez que de nombreuses applications vous permettent de le calculer automatiquement. Ne vous encombrez pas l'esprit à l'apprendre. Dernier paramètre permettant de déterminer la ventilation minute, c'est la fréquence ventilatoire. Elle va varier en fonction du patient et du malade et de deux paramètres clés que nous verrons plus loin, les résistances et les compliances. En conclusion de cette première capsule, je vais vous proposer deux plaques de synthèse. La première sur les IRAD type 1. L'hypoxémie est définie par une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure et où une saturation inférieure à 90%, soit en air ambiant, soit avec l'adjonction d'oxygène. L'objectif de saturation doit systématiquement être prescrit. Si vos patients ne sont pas à risque d'hypercapnie, l'oxygénation doit être ciblée à 94-98% de SPO2. S'ils sont à risque d'hypercapnie, oxon induite, l'oxygénation doit être ciblée à 88-92% de saturation pulsée en oxygène. L'hyperoxie est à proscrire, elle est retrouvée sur les gaz du sang et est définie par une PaO2 supérieure à 120 mm de mercure. La formule de Caudroy est une formule intéressante à connaître afin de déterminer la FiO2 réelle apportée auprès de vos malades s'ils sont ventilés autrement qu'en ventilation contrôlée.
Les dispositifs d'oxygénothérapie sont bien évidemment à connaître avec les débits d'oxygène optimum pour ces différents dispositifs. L'insuffisance respiratoire aiguë de type 2 est définie par une acidose avec un pH inférieur à 7,35 et une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure. Le moyen de traiter les acidoses hypercapniques est d'augmenter la ventilation minute étant le produit de la fréquence ventilatoire par le volume que vous allez délivrer auprès de votre patient. La ventilation se fait couramment en pression positive. Retenez qu'elle est antiphysiologique et donc iatrogénique. Elle nécessitera donc de bien peser la balance bénéfice-risque pour vos malades. Le paramètre de réglage peut être indépendamment la pression ou le volume, avec une efficacité équivalente. Par contre, l'élément clé à retenir est le fait que si vous ventilez en pression, il faudra surveiller les volumes, et si vous ventilez en volume, il faudra surveiller les pressions. Je vous remercie.